Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait pile poil une semaine qu'on s'est pas vu pour ce live. Moi j'ai passé encore une très belle journée aujourd'hui, très active autour du congrès Innovation en éducation, parce on est en train de le préparer activement. Je vous rappelle d'ailleurs comme d'habitude, je vous rappelle que le congrès aura lieu le 24 et le 25 octobre à Paris, à l'espace Charenton. On attend un peu plus de 1100 personnes pour ce congrès. Je vous rappelle que la billetterie, elle est déjà en ligne, donc vous pouvez prendre vos passes. Ça part assez vite depuis qu'on l'a mis en ligne. Je crois que ça fait à peu près 3 semaines. Il y a déjà un peu plus de 300 places qui ont été prises sur 1100. Donc à ce rythme-là, je pense que ça va partir assez rapidement. Donc si vous avez le désir de venir, surtout ne tardez pas trop. Je vous rappelle aussi une information, et quand même et pas des moindres. Si entre-temps d'ailleurs vous pouviez me préciser que vous m'entendez bien, que le son est bon et que l'image est bonne, ça m'arrangerait. Je vous rappelle donc du coup le film C'est quoi le bonheur pour vous? La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de laisser le film à vie, gratuitement sur YouTube. Comme vous le savez, pendant le confinement, je l'avais laissé donc gratuit pour que chacun puisse en profiter. Là, on est quasiment bientôt là, à 800 000 personnes qui ont vu le film gratuitement pendant la période de confinement. Et donc, comme j'ai vu que ça faisait beaucoup de bien à beaucoup de personnes et qu'il était encore d'actualité et surtout qu'il donnait envie justement de le partager et qu'il était source d'inspiration et de déclic, et ben, je me suis dit que ce serait mon cadeau pour l'humanité. Donc, du coup, ce film est en accès gratuit sur YouTube. Donc, il suffit de taper C'est quoi le bonheur pour vous? Et puis, donc, dernièrement, c'est donc L'école de la vie, une génération pour tout changer, qui est la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, que vous pouvez trouver en achat sur le site éducationalternative.fr. Voilà, si vous pouvez me faire un petit message juste pour me dire que tout est bon au niveau du son et de l'image, ça serait chouette. Ah, son impeccable, merci beaucoup Claudie. Eh bien écoutez, je vais vous faire apparaître par une petite baguette magique notre ami Alexandre. Il faut que j'enlève le mute, voilà. Et Alexandre va arriver dans 3 secondes, si tout va bien. Voilà. Salut Alexandre. Salut Julien, heureux Comment d'être avec toi vas-tu? ce soir. Ouais, bah moi aussi, oui. Tu vas bien? Ouais, écoute, ça va bien, ça va bien. Une bonne humeur ici, la famille va bien. Parfait. Eh ben écoute, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Alors, je peux peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent comment on se connaît. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. En fait, la première rencontre, ça a été pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, où je t'ai interviewé dans tes locaux à la Fabrique Spinoza. Et puis après, on a gardé le contact. Tu as intervenu d'ailleurs récemment au Festival pour l'école de la vie. Et puis, en fait, on se suit, on se file des coups de main aussi dans nos communications respectives. Et voilà, je trouvais intéressant de discuter avec toi parce que je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant dans ton parcours, dans ce que tu fais. Et je trouve que on ne le sait pas assez. Tu sais, moi, j'ai le sentiment que les médias s'emparent pas assez des sujets positifs. Et toi, tu fais partie des personnes positives et qui se bougent depuis de nombreuses années. Donc, je trouve ça chouette qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès à cette information et qui puissent te connaître. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter. Merci Julien, c'est très sympathique comme accueil. Euh, donc je m'appelle Alexandre, j'ai créé la Fabrique Spinoza il y a 9 ans maintenant. J'ai 43 ans, je suis amoureux, papa d'un enfant de 2 ans. La vie est belle, on est en bonne santé et l'ambition de la Fabrique Spinoza, c'est de placer le bonheur au cœur de la société. On a fait le constat que eh bien, notre société avait besoin d'espoir, de guide, de cap. Et à l'époque, en 2011, c'était déjà quelque chose d'important de mettre ce sujet en valeur. On pense que le bonheur est un sujet à la fois vertueux et inspirant. Vertueux parce que lorsque on se sent bien, on travaille mieux, on apprend mieux. Et puis inspirant parce que il peut donner une direction sur où aller et une manière de regarder le monde. Et pour toutes ces raisons, eh bien, la Fabrique Spinoza
il y a une recherche à placer le bonheur au cœur des consciences via un observatoire qui réalise des études, au cœur des organisations via une branche conseil et formation, et au cœur des territoires via un réseau de bénévoles qui s'appelle les Passeurs du Bonheur. Voilà ce que l'on fait. Ça représente combien de personnes maintenant, la Fabrique Spinoza? Alors, je suis très heureux de pouvoir enfin mettre un nombre parce que c'était compliqué à expliquer. Maintenant, on peut dire qu'on est 527, 500 bénévoles sur les territoires, 20 consultants et formateurs affiliés à la branche Action Spinoza et 7 personnes environ au sein de l'Observatoire Spinoza. Waouh, c'est magique, hein. Et tous sont très actifs, j'imagine? Tous sont très actifs. Ça, c'est une question complexe. Disons que pour faire partie de la communauté des passeurs du bonheur, on commence par un intérêt, par une sensibilité, puis un jour, on organise un apéritif pour parler du bonheur, et puis le lendemain, une projection débat, et puis 6 mois plus tard, les ateliers du bonheur à l'école ou la fête de la santé et des projets de plus en plus ambitieux. Donc, je vois plutôt ça comme une une drogue sans effet secondaire de s'intéresser à la question du bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les ateliers du bonheur à l'école? Ça consiste en quoi? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit décalage sur l'image que peut-être vous le ressentez aussi. Donc peut-être que vous pensez que je suis québécois et que j'interviens depuis l'étranger. Mais toujours est-il que les ateliers du bonheur à l'école, eh bien, c'est un rassemblement tous les 18 mois pour partager des innovations dans le champ de l'éducation, ayant pour objet de favoriser l'épanouissement à l'école et l'école au sens large, qui à son tour permet un meilleur apprentissage. Et ça se met en place de quelle façon? Ça se met en place à Paris. On a organisé une édition à Nice, dont l'objet en 2015 était de voir comment l'épanouissement à l'école pouvait être une source de prévention de la radicalisation pour les élèves. Et concrètement, ça s'appelle Atelier du bonheur à l'école parce qu'il y a d'une part des conférenciers et d'autre part des ateliers sur des enjeux tels que la psychologie positive, la coopération, la gratitude, l'évaluation, la barométrie. Et peut-être une chose qui me tient à cœur à partager, c'est que dans ces ateliers, on cherche à équilibrer deux piliers. Le premier, c'est la science et le deuxième, c'est l'expérience. Et la science, ça me semble vraiment important parce que dans les champs qui nous intéressent, Julien, toi et moi, eh bien, on parle d'éducation innovante, parfois alternative. Et dans ces domaines-là, c'est intéressant de savoir ce que la science a dit ou comment elle évalue les innovations. Et je pense d'une part qu'il faut être capable de mener des innovations, et je pense que d'autre part, il faut prendre du recul pour savoir comment les évaluer. Et j'aime beaucoup, comme les gens qui nous écoutent en général, eh bien citer Céline Alvarez, tout en rappelant que la grande tristesse par rapport à son approche, c'est qu'elle n'a pas souhaité ou pu se soumettre à une évaluation scientifique des protocoles qu'elle a mis en place pour enseigner autrement. Et ça empêche de convaincre la communauté éducative dans son ensemble, et ça nous laisse dans le champ de l'idéologie. Et pour moi, l'éducation est un champ qui est profondément politique, mais plus on arrivera à déterminer que l'expérience de la gratitude, que la pleine conscience, que les méthodes coopératives sont des meilleures manières d'apprendre, qui forment les citoyens de demain, plus on pourra le prouver académiquement, et moins on aura de résistance au sein de l'éducation nationale. Donc ça, c'est ma première conviction sur le côté évaluation scientifique. Et j'appelle à une grande alliance entre le monde académique et le monde de l'innovation pédagogique. Chercheurs, venez dans les classes, venez auprès des enseignants, examinez ce qu'ils font et bâtissez des protocoles pour tester ce qui marche, ou plutôt pour confirmer ce qui marche. L'idée, c'est pas d'avoir des policiers ou des brigadiers qui viennent examiner ce que vous faites, mais plutôt apporter du crédit aux innovations que vous imaginez et qui sont très probablement très effectives. Ça, c'est le côté évaluation scientifique. Et ma deuxième grande conviction,
par rapport aux ateliers du bonheur à l'école, eh bien, c'est qu'il faut de l'expérience. Donc, à la fois les parents, les enseignants, les élèves qui viennent à cette occasion, eh bien, expérimentent des techniques. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose à garder comme principe fondateur de l'éducation. Et je vais prendre un exemple dans celui de l'écologie. On se dit que apprendre le vivant, comprendre les espèces, comprendre comment fonctionnent les organismes, d'une part, et d'autre part, eh bien, devenir un citoyen qui préserve l'environnement demain, eh bien, ça demande d'avoir vécu quelque chose. Et là, ce sont les tripes qui parlent. Vous voyez que j'ai une plante verte ici, qui m'a beaucoup de vert dans le confinement. Hein. Je suis dans un environnement, un appartement parisien, et avoir réalisé à quel point le manque de nature eh bien, était difficile, je peux vous dire que je suis beaucoup plus écologiste aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Fabrique Spinoza lance une étude qui s'appelle Nature, bonheur et citoyenneté. Si ça vous intéresse, contactez-nous. Hein, et qui a pour objet de nous rappeler les bienfaits de la nature, du vivant pour nous, de telle sorte à fabriquer, le mot est pas très inspirant, mais les citoyens de demain. Et pour donner un caractère concret à ça, eh bien, ce sont les sciences participatives, ce sont les classes vertes, ce sont tous ces mécanismes qui permettent à des élèves ou à des étudiants eh bien, de se réapproprier les bienfaits de la nature, la biophilie, qui eh bien, rendront l'enseignement efficace. Je prends un dernier exemple là-dessus. On sait que d'après des études de la London School of Economics, que les environnements les plus vertueux en termes d'émotion, eh bien, ce sont les environnements aquatiques. Ce sont ceux où les gens déclarent le sentiment de joie, de plénitude le plus important. Eh bien, ressentir ce bienfait-là et mettre le doigt dessus via un parcours éducatif, c'est trouver des techniques pour être heureux demain, c'est se préparer à préserver les océans, préserver notre nature, et c'est peut-être aussi donner des clés aux enseignants sur comment créer des protocoles ou des expériences afin de découvrir les sciences de la vie et de la Terre. Voilà. C'est clair. C'est clair. Mais tu vois, on parle souvent justement, parce qu'on a animé quand même des mêmes ambitions, on parle beaucoup des enfants. Et donc du coup, comme tu le disais, en fait, du bonheur à l'école. Mais quand on parle du bonheur à l'école, on pense peut-être aussi aux enseignants. Et quels seraient d'ailleurs les outils, tu vois, pour prendre soin des profs aussi? Bah, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Gélin, parce que en fait, on a conduit une expérimentation qui était très inspirante et très décevante à la fois il y a quelques années dans une cité périscolaire, enfin dans une cité scolaire périurbaine de Lyon, avec Cyril Lambert, avec Mélusine Harley, et on a bâti un baromètre en 90 questions, c'était un peu beaucoup, du bonheur des élèves à l'école. Il s'agissait de lycéens et ils étaient plusieurs centaines. 1200 en fait, 1200. Et on a embarqué la direction de l'établissement. On n'a pas associé les syndicats tout de suite. Et au moment de restituer les résultats, on a eu une levée de bouclier des enseignants qui disaient « et nous, et nous, et nous ». Moi, j'ai d'abord été surpris en disant « mais attendez, on est quand même en train de toucher l'utilité même de votre métier, qui est de faire en sorte que les élèves apprennent et aillent bien. Et donc, vous devriez nos alliés dans cette démarche. » Et en fait, ils nous ont répondu, mais vous vous rendez pas compte, on a besoin qu'on prenne soin de nous aussi. Et depuis, on a repensé la chose en se disant que l'enjeu, c'est de bâtir des baromètres de la communauté éducative avec des questions qui concernent les enseignants, les élèves, mais aussi, pourquoi pas, les parents. Et c'est via ce matériau-là qui donne des éléments subjectifs et concrets, hein,
sont les deux, subjectifs sur les ressentis et concrets, que l'on peut ensuite imaginer des actions pour que les enseignants se sentent mieux, pour que les élèves, eux aussi, aillent mieux et que les parents trouvent leur place. C'est en fait un magnifique matériau pour imaginer l'école de demain. Et quand je dis ça, je suis très attentif à mon langage. Je suis pas en train de dire que les choses vont pas bien. Je suis en train de dire qu'il y a des choses magnifiques. Il y a des endroits où les enfants se sentent très bien et où les professeurs font exactement ce qu'il faut. Et il y a aussi des endroits où, en fait, il faut apporter des matériaux pour aider les acteurs du système éducatif. Et je terminerai en disant que ces outils-là, donc ce qu'on appelle nous baromètres du bonheur à l'école, on peut les bâtir justement de manière scientifique ou, pour être plus exact, inspirée de la science, en allant chercher des questions des tests PISA, des questions de l'OCDE, des questions du World Value Survey, des questions issues de la psychologie positive, et parcourir les grandes questions de la relation au prof, de la convivialité dans la classe, de la sécurité, des approches pédagogiques, du corps, etc. Donc, on a les éléments, mais ça me paraîtrait une tellement bonne idée de se dire qu'on prend une demi-heure dans la vie d'un élève et pareil d'un enseignant pour remplir ce questionnaire, puis le dépouiller et ensuite avoir de la joie à découvrir ce qu'on pourrait faire d'encore mieux. C'est clair. Ouais. Et comment on pourrait faire pour t'aider pour aller dans ce sens-là? Julien, je pense à quelque chose. Excuse-moi, je t'interromps alors que tu allais rebondir, mais je me dis, je me mets dans les chaussures des enseignants qui nous regardent, qui pourraient se dire, ouais, c'est bien sympa cette idée, le bonheur à l'école, mais il faudrait peut-être commencer par nos rémunérations. Et je pense que on a malheureusement des rémunérations qui sont totalement beaucoup trop faibles en comparaison de l'utilité des métiers. Est-ce que la crise du coronavirus, parmi les quelques bonnes choses qu'elle nous apprend, eh bien, c'est de replacer, de recréer une hiérarchie saine des métiers en termes d'utilité. Et je pense que la quasi-totalité des métiers est utile. Fabriquer un yaourt, défendre son pays, développer des sites web sont des choses importantes, utiles. On a besoin de manger des yaourts, d'être défendu et d'avoir des sites web. Et pour autant, il y a des métiers comme enseigner à nos enfants, soigner nos personnes âgées, qui sont encore plus essentiels. Et la proposition de la Fabrique Spinoza, c'est de créer une convention citoyenne ou une conférence citoyenne qui, de manière collégiale, établisse une échelle d'essentialité des métiers. Donc, tous les métiers sont importants, mais quels sont ceux qui sont encore plus importants? Et en conséquence, qui établissent des rémunérations souhaitables. Et je pense qu'une échelle comme ça, qui serait certes un vœu pieux, serait comme une manière de coucher sur du papier un inconscient collectif sur comment nous voyons les métiers et qui seraient des bons guides ensuite pour nos gouvernants, pour les entreprises, afin d'ajuster les rémunérations à la hausse ou à la baisse. Et voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très très bonne idée. Ouais. Est-ce que d'ailleurs tu es en contact avec le ministère de l'Éducation nationale ou d'autres instituts comme ça qui pourraient, à leur échelle, faire avancer peut-être les choses de manière un peu plus rapide? Oui. C'est-à-dire que plus on vise en fait, on arrive en tant que think tank à toucher l'échelon politique, mais j'ai la conviction que la plupart des choses. Julien, tu m'entends? Oui, très bien. Tu m'entends toujours? J'ai l'impression qu'il y avait un décalage. Oui, je t'entends très bien. D'accord. Oui, donc toucher l'échelon politique, c'est possible, mais j'ai l'impression que l'enjeu pour transformer notre système éducatif vers plus d'épanouissement et d'apprentissage à l'école, c'est plutôt d'embarquer l'ensemble des professionnels de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère ne sait pas comment faire. C'est pas dans son ADN de conduire des transformations qui soient ascendantes, bottom-up, comme on dit en anglais. Et je pense que aujourd'hui, l'action que tu conduis, Julien, et la Fabrique Spinoza aussi, c'est important parce qu'on s'adresse
aux individus, aux gens, et que eux sont en capacité aussi de transformer le système. Je vais prendre des exemples. Moi, je pense que les responsables d'établissement ont tout intérêt à essayer de créer au maximum et malgré les contraintes horaires, des sessions de co-développement et de partage de pratiques entre les enseignants. Les écoles qui arrivent à mettre ça en place, à nouveau par-delà les contraintes horaires réglementaires, eh bien, se portent mieux. Et c'est là où le monde de l'entreprise classique, eh bien, et peut inspirer le monde de l'éducation et inversement. Pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont sensibles ou sensibilisés plutôt aux questions d'entreprise libérée. Et le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Alors c'est pas parce que je suis snob, je le dis en anglais, c'est que son titre de livre français est en anglais. Eh bien, il nous rappelle que l'un des 5 grands processus pour libérer une organisation, c'est d'avoir des réunions fréquentes où les professionnels réfléchissent ensemble sur comment mieux travailler. Et je pense que la capacité des enseignants à se rassembler formellement ou informellement pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut échanger comme tips, comme astuces, comme approche pédagogique ou comme transformation du projet d'école pour travailler mieux, ça sera essentiel. Donc, je crois à ces approches bottom-up. Je crois que les cafés pédagogiques et tout ce qui permet aux professionnels d'échanger est utile. Et en même temps, je réalise aussi que on peut facilement se faire couper les ailes par une grosse machine, par un gros ministère. Et là-dessus, on milite à la Fabrique Spinoza pour la création d'un passeport innovation qui soit délivré à tout enseignant qui en formule la demande. Alors, certes, la loi a inscrit déjà la liberté pédagogique comme un droit fondamental de l'enseignant. Et pour autant, en échangeant avec les professionnels de l'éducation, on entend énormément qu'on a une inquiétude qui est liée à des inspections, au regard des collègues, à la peur de mal faire, au regard de la direction de l'établissement, aux parents. Et en même temps, mon enfant n'a que 2 ans, mais je peux très bien avoir peur moi aussi en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme expérimentation dans une classe de mon fils quand il sera plus grand. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de libérer cette formidable capacité d'innovation qui est déjà à l'œuvre, hein, mais lui donner encore plus de force, détacher les ailes des enseignants, et dans un second temps, justement, avoir des recherches scientifiques qui établissent si oui ou non cela fonctionne ou pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faudrait davantage de scientifiques qui s'intéressent à ces sujets, c'est ça? Oui, je pense. Comme tu le sais, je vais prendre un exemple de cela. Comme tu le sais, on a une communauté de pensée là-dessus. On pense que l'école doit être une école pas seulement de compétences techniques, mais tu dis nous on dirait une école du bonheur. Là-dessus, certains parents pourraient répondre que on va d'abord à l'école pour apprendre ce qu'il faut pour trouver un métier demain, et c'est important. Et je pense néanmoins que on a besoin d'apprendre à être heureux ou des clés pour être heureux à l'école. Et l'une des réponses à cela, il y en a des multiples justifications, mais l'une d'entre elles, c'est de dire que quand on se sent bien à l'école, on apprend mieux. Et cette phrase très simple là, elle ne convainc pas encore tout le monde. Et je pense que des recherches scientifiques qui appuient à cela seraient utiles. Il y a beaucoup de recherches qui montrent le lien entre épanouissement ou émotion positive et performance au travail. On est plus créatif, on est plus concentré, etc. Mais finalement, l'école n'est pas là pour qu'on soit productif, elle est là pour qu'on apprenne. Et savoir déterminer que quand on se sent bien, on apprend mieux. On a un faisceau d'indices qui est convergent, mais qui ne fait pas l'unanimité. Donc pour moi, il faudrait rassembler des neuroscientifiques, des pédagogues, des psychologues positifs, des sociologues, pour établir ce fait-là. Et ça serait un formidable soutien à cette idée que si on passe plus de 15 ans de notre vie à l'école, alors ça serait bien qu'on y soit plutôt heureux. Pour rappel,
c'est quand même au test PISA, la France n'est pas, enfin, on va pas faire du bashing de la France, hein, on va pas en rajouter, mais la France n'est pas toujours la meilleure élève, et notamment en termes de stress des élèves quand ils ont aux environs de 15 ans, et de confiance en soi au sortir du lycée. Donc, pouvoir être heureux pendant ces 15 années, peu ou prou, c'est important. Deuxièmement, si on acquiert des clés pour aller bien plus tard dans sa vie, eh bien, on trouvera plus facilement sa place dans la société. Et enfin, si on a été heureux, il y a des probabilités pour qu'on ait découvert aussi pas seulement ses compétences, mais ses forces, c'est-à-dire des choses que l'on fait bien et avec plaisir, et que donc demain, on sera un formidable élément de contribution à notre projet collectif de société. Alors, peut-être pour nuancer ce que je dis, quand même, les neuroscientifiques, hein, comme Sonia Lyubomirsky, nous montrent les bénéfices des émotions positives. Ou des gens que vous connaissez sans doute comme Mihaly Csikszentmihalyi montrent que dans l'état de flow, l'état de concentration optimale, on est extrêmement concentré et on se sent bien à la fois et on réalise bien sa tâche et potentiellement donc on apprend bien. Pardon, je fais plein de digressions, mais ce qui m'amène à dire que des éléments scientifiques comme cela, s'ils étaient vraiment établis et ensuite vraiment partagés, eh bien, on pourra en faire des objectifs au sein de l'école. Il y a quand même 15% des adultes qui, moyennisés sur les différents âges, qui n'ont jamais connu l'état de flow. Ça veut dire qu'en passant par l'école, ils n'ont pas à un moment eu la capacité à apprendre l'émotion merveilleuse de la concentration qui permet d'accomplir des grandes choses et d'être bien. Et des protocoles pour encourager des élèves à vivre le flow, eh bien, il en existe. Passer par l'art, passer par le sport, passer par le jeu. Et à nouveau, hein, je suis attentif, ceux qui écoutent peuvent se dire, mais tout ça, on le fait déjà. Mais la question, c'est pas tellement est-ce que tout ça, on le fait déjà, mais est-ce que tout le monde le fait? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'on peut le faire encore mieux pour avoir eu la chance de vivre ces états émotionnels-là au sortir de l'école? C'est clair. Mais là, on parle des enseignants, on parle des enfants et on parle pas des parents. Et moi, je pense qu'il faut vraiment englober tout le monde, en fait. Tu vois, si on veut tendre justement vers l'école du bonheur, il faut, à mon sens, qui est littéralement comme une école, en fait, des parents, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, autour des parents? Bah, moi, je pense que tous ceux qui ont été confinés avec un enfant et qui ont fait l'école à la maison vont peut-être être très peu réceptifs à cette idée. Ok, bah, Peut-être qu'ils ont juste envie de revoir voir l'école reprendre et puis surtout refiler leur bambin à des professionnels. Et je pense que les deux choses sont vraies. Enfin, moi, j'avoue que j'étais très heureux de voir la crèche réouvrir et d'être parmi les 50% de parents dont l'enfant était accueilli à 1 semaine ou 2 semaines. Donc, pour autant, au-delà de la blague, oui, ça me paraît essentiel. Alors, comment faire? On a bâti des réflexions à la Fabrique Spinoza sous la forme on appelle ça des Eurécafés. C'est des petits protocoles où une dizaine de personnes réfléchissent pour trouver un Eureka, rassemblés autour d'un café sur un sujet. Et on a choisi comme sujet, il faut tout un village pour élever un enfant, qui est un très beau proverbe que tu connais, c'est un proverbe africain. Et en fait, de ces réflexions, ce qui a émergé, c'est que on met une pression démesurée sur nos enseignants finalement. Tout l'apprentissage d'une vie ou d'une jeune vie ne peut pas être entre les mains de quelques professionnels de l'éducation. Et bien sûr que les parents sont un bloc essentiel, hein, sont un maillon essentiel de cet apprentissage. Enfin, plus que ça, hein, on est le cœur vibrant de nos familles. Mais je pense que plus largement, il faut se dire qu'on associe des acteurs de l'éducation. On parle d'éducation populaire parfois. La Fabrique Spinoza fait partie d'un collectif qui s'appelle le Labo de la Fraternité, un très beau collectif
avec Unicité, Kawa, Coexister, Fraternité Générale, toutes ces belles associations, le Pacte Civique, la Cloche, et on a le 16 mai, journée nationale de la fraternité, on a proposé qu'il y ait des mécanismes étendus pour faire intervenir les acteurs de l'éducation populaire à l'école. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, hein, je parlais d'être en contact avec le vivant. Bon, quand on est enseignant, en particulier à Paris, je pense, enfin, il y a des pigeons, c'est chouette, hein. Mais si on peut avoir un soutien d'associations ou d'acteurs de l'écologie pour faire venir le vivant dans la classe, c'est utile. Quand on est une association comme Coexister et qu'on veut sensibiliser au dialogue interconfessionnel, à l'éducation à la laïcité, eh bien, on est pleinement équipé pour le faire. On a des protocoles à disposition des enseignants pour découvrir cela. Si on veut faire découvrir le dialogue démocratique à des élèves, des collégiens ou des lycéens, eh bien, vous avez des associations comme Démocratie Ouverte, etc., qui peuvent aider. Et donc, pour moi, l'enjeu dans Il faut un village pour élever un enfant, c'est poser comme principe fondamental que l'école a besoin d'être ouverte, alors avec vigilance, hein, on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans l'école, c'est un peu le principe de la réserve citoyenne, mais que l'enseignant a besoin de s'appuyer sur ces acteurs terrain expérientiels sur ces différents sujets. Et je pense que l'école sera mieux lotie si on s'y met tous. Et pour reboucler sur ta question, tu me tendais une perche, Julien, parce que tu sais que je suis admiratif de l'UPP, l'Université populaire des parents, dont une de nos bénévoles fait partie, Christine Barrest. C'est une université qui a un réseau dans toute la France. J'ai un peu oublié, mais je crois qu'il y a une trentaine d'antennes qui permettent aux parents de se retrouver et toujours pareil, hein, de réfléchir ensemble à des enjeux autour de leurs enfants. Comment concilier réussite et épanouissement, voilà, toutes ces questions que l'on se pose. Et enfin, je pense que l'éducation est devenue un sujet tellement important et en même temps pesant pour les gens. Quand je vois la pression que l'on se met, notre génération, en comparaison de celle de nos parents ou de nos grands-parents, on se dit que si on a cette pression sur les épaules, alors on a intérêt à se serrer les coudes et à être aidé par d'autres parents, par des associations, en plus de nos bien-aimés enseignants. C'est clair. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, moi, je trouve que tu sais, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste et de positif. Et d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que les choses avancent dans le bon sens. C'est comme si tout s'orientait, tu vois, dans cette direction. Mais qu'effectivement, il faut être extrêmement patient parce que c'est quand même long à se mettre en place, encore plus au sein du ministère, forcément, au sein de l'éducation nationale, parce que c'est une grosse machine. Et donc, moi, je le mesure sur le Festival pour l'école de la vie, je le mesure au congrès aussi Innovation en éducation, avec toutes les personnes avec qui je peux interagir. Et je sens en fait que, tu vois, c'est pas comme si on avait pris une fausse direction ou si on faisait marche arrière. En fait, tout tourne autour de ça, de l'épanouissement de l'enfant, de l'épanouissement de l'enseignant, et aussi accompagner les parents en fait dans leur rôle. Donc moi, j'ai envie d'y croire. En fait, j'ai envie de me dire que, tu vois, si d'ici 15 ans on refait une interview ensemble, je pense qu'il y aura plein de choses ultra positives qui seront déjà mises en place, quoi. Alors, moi, moi aussi, hein, moi aussi. Je veux pas donner le sentiment que les choses vont pas dans le bon sens. Je pense qu'on avance progressivement, que des thèmes comme l'épanouissement à l'école qui semblaient punk il y a quelques années sont aujourd'hui entendables sans être hippie. Enfin, punk et hippie, c'est pas la même référence, mais on se comprend. Donc oui, tu as raison. Mais je pense que on a peut-être quand même, toi et moi, un effet de microcosme qui est qu'on voit autour de nous des gens qui ont envie, qui se sentent volontaires, qui veulent imaginer des choses. Et tu vois, par exemple, sur toutes les initiatives alternatives, moi, j'ai un regard qui est ambivalent. C'est d'une part, d'un côté, je me dis, c'est merveilleux, c'est un formidable laboratoire
d'expérimentation de pratiques éducatives. Les écoles Freinet, Montessori, celles démocratiques, dynamiques, qui se créent, toutes ces tentatives-là. Pour rappel, il y a quand même une croissance de 30% d'année en année du nombre d'écoles alternatives créées. Donc alternatives, je veux dire pas là qui sont, enfin je me réfère à celles qui sont ni publiques ni privées sous contrat, mais privées hors contrat. Donc c'est extraordinaire comme envolée d'innovation. Et en même temps, moi je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de vider l'école publique vers l'école privée sous contrat et l'école privée sous contrat vers l'école privée hors contrat? Auquel cas, on crée un système doublement alternatif et on casse notre mixité sociale, on décourage les enseignants qui restent dans le système. Et je crois que, je devrais le savoir, mais je ne sais plus si c'est à Norvège ou un autre pays scandinave, dans lequel il n'y a que des écoles publiques. C'est quand même assez intéressant. Il n'y a pas de statut d'école privée. Donc, soyons attentifs à l'effet projecteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on voit là où on balaye sa lampe torche. Une deuxième, je crois que l'enjeu, c'est vraiment de faire se transformer l'éducation républicaine. Un deuxième point de vigilance, c'est que les écoles alternatives ou les projets éducatifs alternatifs peuvent ne pas avoir une grande stabilité. Vous avez une équipe extrêmement motivée, engagée, qui arrive et qui crée un nouveau projet. Vous y mettez votre enfant et puis vous apercevez au bout d'un an ou 2 ans ou 3 ans qu'en fait, ces gens qui ont créé l'école passent à autre chose. Il y a des nouveaux enseignants qui vont arriver et qui peut-être ne vont pas respecter le projet de départ. Les bienfaits de l'éducation nationale républicaine, c'est quand même d'avoir une stabilité institutionnelle. Et je pense que les écoles alternatives, vraiment, je pense que c'est important pour inventer l'éducation de demain, pour libérer l'innovation, mais on doit avoir un regard mesuré et nuancé sur leur impact et l'impact global sur le système. Tu vois? Ah oui, tu prêches un convaincu, hein. Créer des écoles alternatives, c'est pas du tout la solution à mes yeux. En fait, c'est vraiment au sein de l'éducation nationale que ça doit avancer beaucoup plus rapidement. Et ce que je sous-entendais, c'est que de mon prisme et des gens que je rencontre, je sais que ça bouge aussi au sein de l'éducation nationale. Et donc, c'est ça, en fait, si tu veux aussi, moi, qui m'encourage. C'est pas tant les initiatives externes et alternatives, parce que elles se comptent probablement par milliers et il y a de très bons professionnels hors école alternative. Je parle de professionnels qui ont créé des outils pour accompagner les parents, les enfants, les enseignants. Il y a vraiment des personnes qui, enfin, j'allais dire, qui tiennent la route, hein, avec des scientifiques qui ont validé leurs travaux. Mais je parle vraiment qu'au sein de l'éducation nationale, c'est vraiment en train d'avancer dans la bonne direction et depuis de nombreuses années. Sauf que de ce que je constate et des discussions que je peux avoir, bah, ça prend beaucoup de temps pour que ça soit mesurable et visible en fait par tout le monde, parfois même par les enseignants. Donc je me dis que même si les enseignants, ils n'arrivent pas à voir, tu vois, comme quoi ça avance de manière positive, je me dis que c'est impossible pour tout parent, pour tout citoyen lambda, d'être au courant en fait de ce qui se passe, tu vois, à l'intérieur. Oui, je suis d'accord. Après, pour observer des changements systémiques, je vais un peu dire le contraire de ce que je disais tout à l'heure, hein. Je disais tout à l'heure qu'il fallait que la transformation, elle se fasse via les communautés éducatives et via le terrain lui-même. Il faut probablement continuer à transformer les SP, hein, les endroits où les enseignants sont formés, ça paraît essentiel. Et là-dessus, j'ai le sentiment que sur les questions d'enseignement coopératif, on n'a pas encore exactement ce qu'il faut, et notamment parce que, et après, rappelons quand même aussi que la raison pour laquelle le système éducatif bouge plus lentement que nos espoirs, eh bien, c'est que il a été conçu comme une forteresse dans laquelle l'idéologie ne pourrait pas rentrer. Pour rappel, la communication non violente, qui est comme une méthode bénéfique pour permettre aux gens d'exprimer les faits, leurs émotions, leurs besoins, puis une demande, et donc une méthode qui permet de résoudre des conflits, de communiquer harmonieusement. Cette méthode, elle a été listée
comme point à observer de manière vigilante par la MIVILUD, je crois, la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires. Donc, l'école a du mal à bouger parce qu'elle a protégé d'idéologie, de radicalisation, etc., de sectarisme. Donc, peut-être juste dire ça. Pour autant, au sein des SP, je parlais des méthodes coopératives tout à l'heure, la science met du temps à arriver. L'un des plus grands, des chercheurs les plus renommés sur la question de la coopération, c'est Sylvain Connac, que, chers amis qui nous écoutez, vous connaissez peut-être. Et pour donner une idée du caractère pointu de la chose, on peut se dire qu'on va créer des méthodes coopératives de manière intuitive dans sa classe, en ayant par exemple un système de mentorat où il y a des bons élèves qui aident des élèves moins bons. Bien, les recherches suggèrent que si on met ça en place sur trop longtemps, ou sur une durée trop longue, eh bien, ce sont toujours les bons élèves qui vont aider les élèves les moins avec plus de difficultés, et que l'effet dévalorisation et perte de confiance en soi des élèves plus en difficulté va être extrêmement puissant. Et que donc, dans ces cas-là, en fait, on permet aux élèves qui sont les mentors d'être encore meilleurs parce qu'ils ont plus confiance en eux, parce qu'en apprenant, en enseignant à leurs petits camarades, ils développent encore plus leurs compétences et que les autres vont finir par ne plus demander d'aide. Et je parle de ça pour indiquer que la complexité dans le champ de l'éducation, c'est à la fois de s'appuyer sur son intuition pour innover et en même temps réaliser que, eh bien, il y a des effets psychologiques ou psychosociaux qui sont complexes. Et alors, pour donner quand même j'allais dire une réponse, c'est très prétentieux de dire réponse, mais une clé qu'apporte Sylvain Connac, il dit, il faut donc mettre en place du tutorat. Et le tutorat, par rapport au mentorat, c'est que celui qui aide l'autre n'est pas dans une position de supériorité. Il n'a pas besoin d'être expert et ça n'est pas une position stable, permanente, c'est une position tournante. Et donc, il donne deux manières pratiques de le faire. Il dit, d'une part, eh bien, vous pouvez faire passer donner une petite formation qui dure 1 heure à 2. Il dit 1 heure, grand maximum 2 heures aux élèves pour apprendre à être tuteur. Donc, apprendre à être tuteur, c'est ne pas donner la réponse, encourager, ne pas intervenir si on n'est pas sollicité, etc. Il donne des clés. Et une fois que les élèves ont suivi cette formation, ils ont un brevet, un petit diplôme de tuteur. Et dès lors, n'importe qui peut être tuteur d'un autre élève. Et donc ça, c'est un premier outil. Et le deuxième outil qu'il donne, il appelle ça le tétraède. C'est un petit jeu de mots. En fait, ça ressemble à une pyramide, donc un tétraèdre, mais lui, il appelle ça tétraède. Et le tétraède, c'est quelque chose que, en tant qu'élève, je pose sur mon pupitre et sur ma table, et la pointe vers le haut indique mon état d'esprit. Et je peux ou bien être rouge, je ne veux pas non, rouge, j'ai besoin d'aide urgemment. Jaune, je suis bloqué, je veux bien qu'on m'aide. Bleu, laissez-moi tranquille. Et vert, tout se passe bien. Et par ce mécanisme-là, l'élève, il indique s'il est preneur ou pas, et avec quelle urgence, d'une aide d'un tuteur. Et ces éléments, cette formation, puis ce tétraède, puis ce brevet de tuteur permettent de déployer le tutorat de manière bénéfique, puisque de manière tournante, on est aidé ou aidant, et donc on gagne en confiance en soi et on gagne en compétence en expliquant aux autres. Et peut-être, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, enfin, il est marrant, Sylvain, mais est-ce qu'il a vraiment une classe? Est-ce qu'il a vu les animaux que j'ai? Quand je dis animaux, c'est des petits animaux, quoi. C'est sympathique. Et en fait, il explique que 90% des blocages dans l'apprentissage d'une tâche sont liés à des micro-tâches qui n'ont pas été comprises. C'est-à-dire pas une compréhension globale du processus, mais des micro-consignes qui n'ont pas été entendues. Et donc, n'importe quel élève
est susceptible d'avoir entendu cette consigne alors que celui qui a besoin d'aide ne l'a pas entendu. En d'autres termes, d'après ces recherches, il est possible de mettre en place du tutorat vraiment horizontal où dans une classe, on est tour à tour aidant et aidé, quel que soit son niveau global dans la classe. Ouais, ça m'étonne pas. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est un outil parmi une palette d'outils qui est considérable de professionnels comme Sylvain, Oui, en fait, qui ont développé comme ça ouais. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je mets de l'énergie depuis 7 ans autour de l'éducation, c'est que je me dis, c'est dingue qu'il y ait autant d'outils à notre disposition et qu'il y ait si peu de personnes qui soient au courant. Tu vois, parents comme enseignants, quoi. Donc, il y a encore un gros travail de communication et de médiatisation à faire. ouais, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je ne connais pas la réponse. Comme je te disais, je pense qu'il y a un enjeu de formation dans les SP. Je pense qu'il y a un enjeu de partage de pratiques entre les enseignants et les professionnels. Il y a un enjeu d'innovation collective où probablement que les parents et les acteurs d'éducation populaire pourraient eux aussi apporter des choses. Mais je me demande s'il n'y a pas un enjeu culturel plus fort, hein. C'est-à-dire que moi, j'allais sur Eduscol pour identifier des pratiques éducatives et je m'aperçois que le site a été revu, et, il a été transformé. Donc c'est une bonne chose parce qu'il avait quand même l'air très technique, c'était pas très appétissant. Donc ça peut être une barrière. Et en même temps, je m'aperçois qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de fiches d'innovation qui ont disparu de ce site. Donc, et pour moi, je le sais parce qu'il y en a certaines que j'avais identifiées, dont j'avais les liens, et elles ont vraiment disparu de cette plateforme. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on a besoin encore d'oser poser ce mot dans le champ éducatif. Et, et après, c'est Thomas d'Azembourg qui dit « Ne t'exprime pas si tu n'as pas compris l'émotion de la personne en face de toi ». Donc je me dis qu'en utilisant ces mots-là, les enseignants peuvent être agacés en se disant « Mais on innove, on fait que ça ». Et le gouvernement pourrait se dire « Mais nous, ils comprennent pas les deux, là, Julien et Alexandre, qu'en fait, le mot innovation, on a peur de l'utiliser, qu'il est dangereux. » Et je pense que le mot innovation, il est encore connoté performance, monde du privé, et que potentiellement, il y a des effets de rejet culturel face à ces mots. Voilà. Et pour terminer, je pense aussi que on a besoin de diffuser les principes de conduite du changement au sein du ministère. J'avais rencontré, je ne vais pas donner son nom, homme ou femme, un ou une ancienne ministre de l'Éducation nationale, en conjointement avec la vice-ministre de l'Éducation d'un pays d'Amérique du Sud, qui avait mis en place des méthodes d'Escuela Nueva, école nouvelle, donc venu de France, séjourné en Amérique du Sud et revenu en France. Et ce ministre nous a répondu « C'est très intéressant, on va faire une vidéo et on va le mettre sur le site du ministère ». Et je me dis, les changements systémiques, ça se provoque pas comme ça. Si on nous donnait les clés à la Fabrique Spinoza, moi, par exemple, au sein des SP, j'interviendrai pour faire découvrir, pour donner une formation entière en neurosciences aux enseignants, mais à la première personne. Quand on demande, je vais prendre un parallèle, dans le monde de l'entreprise, quand on demande à des managers s'ils délivrent de la reconnaissance et de la gratitude, ils sont 70% à répondre oui. Quand on demande aux collaborateurs s'ils reçoivent de la gratitude de leur manager ou de la reconnaissance, ils sont que 30% à répondre oui. Et face à ce décalage, à cette friture sur la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise des formations où on demande à des managers de se mettre deux par deux et de l'un de dire merci à l'autre de manière ininterrompue pendant 1 minute et à l'autre pendant 1 minute de dire d'accueillir le merci.
Et on ne donne pas de consignes sur ce sur quoi porte le merci. Ça peut être merci d'exister, merci pour ton aide sur ce projet, merci d'être intelligent, joyeux, je ne sais pas. Et on observe des catharsis émotionnelles où tout d'un coup, il y a des gens qui ressentent des choses très, très fortes parce qu'on leur a jamais dit merci. Et ce manager-là qui a ressenti ça, une fois qu'il est passé par cet état émotionnel-là, il managera plus jamais pareil. Parce que l'émotion, il l'aura ressenti. Et donc, le feedback qu'il fera à ses collaborateurs, il sera teinté de cette expérience émotionnelle et corporelle. Et moi, je pense que de la même manière que les élèves peuvent apprendre beaucoup mieux par l'expérience et y compris le corps et les émotions, eh bien, par mise en abîme, les professionnels de l'éducation pourraient être formés aussi de cette manière-là dans les SP, de manière à intégrer à la première personne ce qu'ils pourraient être amenés à faire vivre à leurs élèves et à leurs étudiants. C'est clair. J'ai une question qui me vient à l'esprit et qui va nous faire remonter au tout début de notre échange. C'est qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette initiative, à créer la Fabrique Spinoza? Tu étais animé par quoi en fait quand tu t'es lancé? C'était 2010-2011, hein? Bah, écoute, c'est vraiment lié avec ce qu'on vient de dire. Je vais faire un petit détour et je vais en profiter pour parler, tu vas voir comment je réponds à ta question. Je vais en profiter pour parler d'Anita, Anita Le Maçon, qui est notre passeuse du bonheur dans l'Ouest. Et elle mène en ce moment un projet où elle interroge des jeunes pour savoir comment ils se sentent, et en particulier à l'école, jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a envie de mettre des images et mettre des mots là-dessus. Et d'ailleurs, si ce projet, vous le trouvez beau, allez voir sur le Facebook Éducation de la Fabrique Spinoza et apportez-lui du soutien. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, en fait, ce projet d'Anita, comme celui plus largement de la Fabrique Spinoza, eh bien, il vient d'une interrogation sur tout simplement qu'est-ce qui fait qu'on est heureux dans la vie. Et moi, j'ai la chance de m'être posé la question de manière en venant d'un bon endroit, puisque j'étais heureux. Je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que j'ai cette chance d'être heureux comme ça? Quand j'avais 22 ans, j'avais des crises de bonheur où tout d'un coup, je me mettais à rigoler sans raison. Et tout le monde pensait que j'étais un peu bonnet. C'était compliqué au travail. Et en même temps, coup de chance, quoi. J'avais la bipolarité, mais seulement la partie haute de la bipolarité. Et du coup, j'ai invité des experts du bonheur, des sexologues, des sociologues, des moines bouddhistes, des philosophes au cours de dîner du bonheur. Et à un moment, je me suis dit, il y a énormément de savoir sur l'épanouissement humain. Et ce savoir-là, il faut qu'il trouve son chemin dans la société. Ça m'a donné des clés sur pourquoi j'étais heureux. J'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents. J'ai été protégé quand j'étais jeune et j'ai un patrimoine génétique favorable. Et au-delà de moi, tous ces savoirs, je me suis dit, il faut les apporter aux politiques, aux écoles, aux entreprises, aux villes, et pour faire bouger les lignes de conscience. Je pense que tout ce que l'on dit dans notre échange, Julien, c'est à la fois évident. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent bah oui, c'est sûr. Et en même temps, cette connaissance-là, cette neuroscience, cette psychologie positive, etc., il faut la faire arriver à l'école. Je sais qu'il y a Safia qui nous rejoindra pour les 5 dernières minutes pour parler des compétences psychosocio-émotionnelles. Mais on a besoin que l'école soit un endroit où on apprend ces fondamentaux qui font qu'on se connaît et donc qu'on peut aller bien et qu'on peut bien contribuer. Et sur ce sujet, peut-être que le point d'inconfort que j'ai, toujours je suis attentif à l'idée de liste au Père Noël, c'est que on a quand même la complexité qu'à l'école, on veut tout apprendre. On va apprendre tout ce qu'on apprend déjà aujourd'hui, l'apprendre encore mieux et apprendre d'autres choses en complément. Et j'ai fait une liste pour préparer notre échange, Julien, de choses qui me semblaient importantes à apprendre. Et à la fois, elles sont inspirantes, elles sont nécessaires, et en même temps, mais on va faire exploser les programmes. Je les lis quand même. L'école, c'est un endroit où on peut appeler la fraternité, où on peut apprendre ce que c'est que le sens. On peut apprendre
à découvrir son corps. C'est un lieu où on peut découvrir ses propres fonctionnements neurologiques et cérébraux. C'est une école où on peut apprendre l'intériorité, le regard sur soi. On peut y apprendre ce que c'est que le vivant. On pourrait souhaiter d'y apprendre l'intelligence émotionnelle. On pourrait souhaiter y apprendre le goût de l'art. On pourrait apprendre l'empathie, la coopération, l'exercice de l'esprit critique, de la démocratie, l'engagement. On pourrait y apprendre aussi ce que c'est qu'être sans-abri et comment aider un sans-abri que l'on croise dans la rue, comme le fait la cloche. On pourrait apprendre comment lire les médias. On pourrait apprendre ce que c'est que la laïcité. Et quand je dis ça, ça fait partie des choses qui figurent dans un programme politique de la Fabrique Spinoza qui sera publié d'ici quelques semaines. Et en même temps, je me dis, mais waouh, ça nous fait une besace qui est sacrément lourde à porter. Hein. Comment est-ce qu'on va réussir à insérer tout ça dans l'école? Et j'ai pas la réponse vraiment. Je pense il y a probablement un enjeu d'accepter de sortir des enseignements qui sont des enseignements très techniques, factuels de l'école et qui pourraient être découverts par soi-même en utilisant ses propres ressources pour y introduire des choses qui sont plus expérientielles et qui nous permettent d'apprendre. On parle d'apprendre la capacité à apprendre. Et l'important, en tout cas, je suis convaincu que l'école est un endroit où apprendre à apprendre et apprendre à se connaître sont des piliers qui nous permettent demain d'être heureux et donc de bien contribuer, ou au mieux en tout cas, à notre société. C'est clair, c'est magnifique. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais prendre ça pour un message de fin parce que c'est très beau. Ouais, c'est gentil, et je l'ai un peu dit dans cet état d'esprit-là. Très très beau. Je vais inviter Safia du coup à nous rejoindre pour parler justement des compétences psychosociales parce que ça fait partie vraiment des choses aussi sur lesquelles on doit se concentrer. Je te remercie encore Alexandre d'avoir participé à cet échange, c'était chouette. Continue sur ta lancée, c'est super ce que tu fais et ça fait bouger les lignes. Donc voilà, merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais. À très bientôt. À très bientôt, Julien. C'est pas ça. Sophia arrive. Sophia est là. Sophia. Elle est où? Elle est là. Hop. Désolé. Elle arrive dans 2 secondes. Bonsoir, ça va, Sophia? Oui, merci beaucoup pour ces échanges riches sur un sujet qui me tient à cœur. Je suis ravie de vous rejoindre. Et je vous ai préparé effectivement un texte de moins de 5 minutes sur l'importance de l'éducation positive et du développement des compétences psychosociales. Donc, sur la page Facebook Bonheur Éducation de la Fabrique Spinoza, dont Alexandre vous parlait tantôt, j'ai publié ce week-end un dessin de Yannick Vicente, que vous avez peut-être vu passer parce qu'il a atteint des records statistiques, qui raconte une histoire vraiment très simple que vous avez probablement vous-même déjà connue. On voit un papa qui va récupérer sa fille à l'école. Celle-ci a une dizaine d'années et elle est toute triste parce qu'elle a eu une mauvaise note en orthographe et que ses camarades se sont moqués d'elle. Et ce à quoi le papa répond, je préfère tes fautes d'orthographe à leurs fautes de cœur parce qu'elles se corrigent plus facilement. Et donc la question que je vous pose, c'est et si l'école enseignait à corriger les fautes de cœur? Donc Martin Seligman est un expert en psychologie positive dont vous avez probablement déjà un petit peu entendu parler. Et en fait, il fait beaucoup de conférences sur l'éducation positive et à chaque fois, il commence avec la même question. 2 questions que je vous transmets ce soir. La première, c'est en un mot ou 2, que voulons-nous le plus pour nos enfants? Et donc là, étrangement, il y a tous les parents qui répondent à peu près la même chose. Le bonheur, la santé, la gentillesse, l'équilibre. L'important, qu'ils soient heureux. Ensuite, deuxième question. En un mot ou 2, qu'est-ce que l'école enseigne? Et là, on a le droit au français, mathématiques, à l'histoire, les disciplines et la discipline, la conformité. L'important, c'est comment est-ce qu'on réussit dans un contexte professionnel. Et pourtant, on sait aujourd'hui que 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront demain un métier qui n'existe pas encore. Et donc la question c'est, comment est-ce que dans un monde VUCA,
c'est-à-dire construit sur la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner au mieux nos enfants pour qu'ils soient à même de faire les bons choix? Est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'école d'enseigner les savoir-être à côté des savoir-faire? Donc, imaginons ensemble que serait cette école de la vie si, à côté des compétences académiques, qu'il ne s'agit donc évidemment pas de nier, on pouvait aussi développer les compétences essentielles à l'épanouissement dont on sait aujourd'hui les identifier, les transmettre et les développer. Donc, Martin Seligman définit l'éducation positive comme l'éducation à la fois des compétences traditionnelles et des compétences du bonheur. Il s'agit donc de développer les compétences psychosociales, c'est-à-dire les compétences émotionnelles et sociales indispensables à l'épanouissement d'un individu. Il est donc tout aussi nécessaire d'apprendre le théorème de Pythagore, par exemple, que d'apprendre à gérer ses émotions, à cultiver l'optimisme et la résilience, à favoriser l'engagement et la motivation, à identifier et accentuer ses forces, stimuler les actes de gentillesse et développer l'empathie, à nourrir une pensée créative, la pensée critique, l'état d'esprit positif, etc. Tout un tas de compétences dont on sait désormais enseigner. Et donc, je voudrais vous transmettre 3 raisons pour lesquelles les compétences académiques ne sont pas la panacée de l'apprentissage, ni l'ultime garant de l'épanouissement d'un individu. Tout d'abord, tôt ou tard, la question de l'apprentissage, de la gestion des émotions, elle se posera, et donc autant qu'elle se pose le plus tôt possible. Ensuite, les compétences psychosociales permettent de réduire l'anxiété et le stress auxquels les enfants sont sensibles de plus en plus tôt. 2 chiffres. En 1989, l'âge moyen d'entrée en dépression était de 30 ans. En 1993, il est de 15 ans. Oui, enfin, la 3e raison, c'est donc la nécessité de développer les compétences créatives. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, depuis le test de Jackson, que ces compétences décroît considérablement avec l'âge. Donc, le test de Jackson, c'est tout simple. On a un trombone, combien d'utilisations possibles? Vous connaissez peut-être déjà ce test. Et donc, les enfants de 4 à 5 ans sont 98% à trouver une quinzaine d'utilisations. À 9-10 ans, ils sont 30%. Et à 14-15 ans, ils sont plus que 12%. Le même test a été fait à grande échelle avec les adultes à 30 ans, et là, ils ne sont plus que 2%. D'où l'importance de développer la pensée créative, qui est une des compétences phares de demain, et plus globalement de l'ensemble des compétences psychosociales. Et donc aujourd'hui, on a de multiples écoles, on en a entendu certaines, d'enseignants, d'éducateurs et de parents qui avancent sur ce chemin des apprentissages psychosociaux. Et je rêve d'un jour pas si lointain où on ne se posera pas la question et où on n'aura plus à retrouver nos enfants à la sortie de l'école en larmes pour une faute de cœur. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Merci Safia, merci beaucoup. Il y a un décalage en fait quand tu parles, mais c'est pas grave, en fait, on t'entend très très bien, donc c'est parfait. Le son était nickel. Bon, merci beaucoup. Je te souhaite une très très belle soirée. Merci Julien, je vois des questions, je réponds maintenant ou... Tu pourras répondre après si tu veux, mais là, ce n'est pas une question en fait, c'est juste une personne qui intervient. Je dirai ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, passe une belle soirée. À vous aussi, tous. Au revoir. Bye bye. Et voilà, oui, il y avait un petit décalage de son et d'image, mais je me laisse imaginer que vous écoutez plus que ce que vous regardez. En tout cas, moi, si j'étais à votre place, je pense que j'écouterais plus que je regarderais la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez vu, c'est vraiment encore 2 personnes vraiment hyper intéressantes et qui sont encore méconnues, je trouve, du grand public parce que, comme je le disais au tout début, de ce que je vis maintenant depuis 17 ans que j'ai créé mon activité, c'est que je rencontre des milliers de personnes comme Alexandre Jost ou comme Safia
qui se mobilise elle aussi depuis de nombreuses années pour essayer de faire avancer les choses de manière positive, autrement dit pour apporter une pierre positive sur notre petite planète. Et croyez-moi, on est vraiment nombreux et donc à mon sens, on est vraiment des millions répartis un peu partout dans le monde à avancer dans cette direction et je trouve ça tellement merveilleux et encourageant. J'aimerais tellement que vous soyez à ma place et que vous ayez mon prisme et mon regard de toutes ces personnes que je croise à travers mes voyages ou en France ou lors du festival pour l'école de la vie ou du congrès innovation et éducation. Et je suis sûr que vous seriez aussi optimiste et positif que moi. Alors effectivement, je rejoins Alexandre. Il se peut que je sois aussi moi-même dans mon propre microcosme. C'est vraiment quasiment sûr à 100%. Ceci dit, ce microcosme, il me plaît vraiment bien et j'ai l'impression qu'il grandit d'année en année et de jour en jour. Et donc, j'ai vraiment bon espoir moi, pour le futur, en tout cas pour le futur de notre humanité, parce qu'il y a vraiment de belles personnes avec beaucoup de compétences, de belles énergies, de grands réseaux. Et je crois qu'on est vraiment tous complémentaires dans ce qu'on fait. Donc, je me dis qu'à chaque fois, plus on sera nombreux et plus on fera avancer les choses. À l'image de cette petite goutte de colibri, comme dit si bien Pierre Rabhi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une petite goutte, quoi. Si on additionne toutes ces petites gouttes d'eau de toutes ces personnes qui se mobilisent chacun avec leur énergie et leurs compétences, je pense qu'on peut vraiment changer les choses de manière vraiment drastique. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve jeudi à 19h30, si je dis pas de bêtises, toujours sur la page du Festival pour l'école de la vie. Je serai en live avec Jacques de Coulon, qui est le co-créateur du RAI, donc RYE, qui propose du yoga au sein des écoles, qui a été agréé par le ministère de l'Éducation nationale depuis 1978, donc c'est quand même pas rien, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le saviez même pas. Donc du coup, on discutera avec Jacques justement du yoga au sein de l'école et toutes les formations qui sont proposées pour les enseignants et pour les professionnels qui souhaitent apporter du yoga et de la méditation au sein des écoles. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, parlez de vous, parlez-en autour de vous, de tout ce qu'on fait, du congrès Innovation et Éducation, du festival pour l'école de la vie, du film C'est quoi le bonheur pour vous, de tout ce qu'on fait parce que c'est aussi grâce à vous qu'on avance depuis 17 ans, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On avait fait des petits calculs il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on avait dépassé la barre des 10 millions de personnes qui ont été impactées par ce qu'on fait et on en est très fiers. Donc je me dis à chaque fois, s'il y a une personne pour qui ça a changé sa vie et généré un déclic positif, c'est gagné. Allez, à très bientôt. Passez une belle soirée. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert ? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parent, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.